Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. Garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, partout et en tout temps. L'autre ambition du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, des initiatives ont été prises dans cette optique, à l'instar du projet SESCU en faveur de la région des Savanes. Et l'hôpital d'Ota-la-Fière répond justement à l'ambition traduite dans la politique nationale de santé. Cet hôpital de référence vient d'inaugurer ses blocs opératoires à la plus grande joie des populations. Et puis Youth Delivery Lab, première édition tenue sous le haut patronage du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, échange et partage des valeurs citoyennes entre jeunes professionnels. La conférence a été présidée par la ministre Ablamba Johnson. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La couverture sanitaire universelle est l'une des ambitions du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, à réaliser d'ici à 2030. Pour ce faire, des projets et programmes se multiplient à l'instar du projet SESCU lancé en octobre 2021. Le projet a permis à ce jour de construire ou de réhabiliter plusieurs infrastructures sanitaires ajoutées à celles qui existent déjà, de quoi offrir des soins de qualité aux populations de la région des Savanes. Et quoi ça là? Hôpital de référence d'Ota-la-Fière, une infrastructure de classe internationale réalisée par le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé pour renforcer l'offre de services de santé au Togo. L'ouvrage fait partie depuis avril 2023 de la vingtaine d'institutions publiques de formation sanitaire que compte le pays. Sa mise en place répond à l'une des ambitions du chef de l'État, l'accès universel aux soins. L'ambition est fixée pour 2030 et pour la réaliser, le gouvernement multiplie les projets et programmes. Le projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle SECU en est un. Le projet mis en œuvre dans toutes les régions du Togo a pour objectif de fournir des soins et des services de santé essentiels aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. À travers ce projet, le président de la République met en relief l'offre de services de santé et de nutrition de qualité, le rapprochement des établissements et des services de santé des ménages, le renforcement du régime national d'assurance maladie sociale, l'amélioration de l'intendance, de la surveillance et de la gestion, ainsi que l'intervention d'urgence. Dans la région des Savanes, SECU a pris en compte plusieurs préfectures avec des résultats déjà jugés salutaires. En moins de 2 ans après son lancement, le projet a permis la rénovation des blocs de médecine et de maternité, des logements des personnels, des centres de soins, de 60 centres de santé de la région. La réalisation de ces travaux a coûté 4 milliards de francs CFA au gouvernement. SECU, financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 milliards de francs CFA, devra permettre de réhabiliter ou de construire des infrastructures types dans toutes les régions du pays. Et sur le terrain, plusieurs chantiers sont en cours. Le système sanitaire du Togo se montre de plus en plus fiable et c'est grâce à la vision du président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé. Un engagement salué en juillet dernier lors du forum Infrafor Africa. Le forum a noté positivement le niveau du système de santé du Togo qui est bonifié ces dernières années par un investissement conséquent. Venons-en à la première édition de Youth Delivery Lab tenue sous le haut patronage du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. C'est une conférence axée sur l'échange et le partage des valeurs citoyennes entre des jeunes professionnels. L'initiative est portée par l'association Youth for Youth et placée sous le thème de la promotion des PME locales à l'émergence des champions nationaux, enjeux stratégiques et pistes de solutions pour le Togo. La rencontre a été présidée par la ministre Ablamba Sandra Johnson, représentant le chef de l'État, Ramdan Bassina.
C'est une jeunesse engagée à jouer pleinement sa partition dans le développement du pays. La plateforme Youth Delivery Lab qui leur est offerte est une réelle occasion d'échange, de partage d'expériences et d'écoute sur les problématiques de la jeunesse. L'initiative est en droite ligne avec la vision du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé pour qui l'épanouissement de la jeunesse est une priorité. Elle est portée par l'association Youth for Youth. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Blamba-Johnson, a présidé la rencontre au nom du chef de l'État. Elle a rappelé à cette jeunesse, espoir de la nation, que le chef de l'État compte sur elle. Ces champions et championnes sont appelés par le président de la République à avoir une vision, une volonté de travailler en synergie avec en filigrane l'humilité pour édifier une nation forte et prospère. L'État prend à bras le corps l'éducation de qualité, l'employabilité. Youth Delivery Lab est une occasion d'offrir un programme de renforcement de capacités à ce propos. Le Togo peut compter sur sa jeunesse pleine de talent, mais il va falloir l'orienter et la soutenir et cultiver en elle des valeurs civiques et citoyennes, l'amour, l'excellence et l'esprit de patriotisme entre autres. Le ministre conseiller du président de la République pour la mer, Stanislas Baba, a insisté sur la nécessité pour cette jeunesse de prendre conscience de son potentiel et de la disponibilité du gouvernement à l'accompagner pour impacter le développement du pays. Il a encouragé les uns et les autres à cultiver le meilleur, à être des citoyens honnêtes, des champions à toute épreuve. Fort de cette expérience de partage, les jeunes professionnels et étudiants à cette première édition de Youth Delivery Lab sont bien conscients de la tâche qui les incombe. Et les participants à cette première édition de Youth Delivery Lab sont conscients des enjeux du développement de l'emploi. Ils se réjouissent des différentes initiatives déjà prises par le gouvernement et entendent jouer leur partition pour impacter le développement du pays. Ramdan Bassina. Pour le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, la jeunesse est un atout considérable pour le développement. La place à elle accordée est importante. Les différentes initiatives mises en place en sont la preuve. Le programme présidentiel d'excellence, initiative du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, est mis en place pour renforcer le capital humain, moderniser l'administration publique et faire de la jeunesse togolaise un partenaire privilégié du développement du pays. Il vise aussi à apporter une meilleure réponse aux attentes de l'économie nationale et au développement durable. La création des instituts de formation pour l'agrodéveloppement IFAD s'inscrit dans la politique du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, et qui vise la rénovation des filières de formation et d'enseignement technique. Dans le domaine de l'aquaculture, le bâtiment ou encore l'élevage, les jeunes Togolais peuvent se spécialiser. Le message, c'est qu'on puisse mettre ensemble ce dynamisme, ces compétences au service du développement de notre chère patrie. Nous avons beaucoup bénéficié, la patrie nous a beaucoup apporté et nous devons également apporter quelque chose en retour à cette patrie. Et ce message, en quelque sorte, c'est également un mot de gratitude pour remercier les plus hautes autorités, notamment le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour toutes les actions et la confiance qu'il a su placer à la jeunesse. L'État encourage vivement l'entrepreneuriat des jeunes. La transformation structurelle de l'économie togolaise passe aussi par la création des très petites et moyennes entreprises. Le pays met les moyens et sa disponibilité à accompagner les jeunes porteurs de projets à asseoir leur entreprise. Mais déjà, il faut des jeunes à même d'inspirer d'autres. Youth Delivery Lab est un cadre de partage de bonnes pratiques, du réseautage et d'amélioration des profils. Cette première édition est appréciée par les participants. Pour ma part, les deux messages essentiels que j'ai retenus, c'est en premier lieu le patriotisme. C'est-à-dire qu'il faut aimer sa patrie, il faut travailler à faire développer cette patrie-là, parce que personne ne le fera à notre place. Nous sommes des jeunes Togolais, nous sommes des jeunes cadres dynamiques. Nous devons travailler à faire développer le pays afin de porter les emblèmes du pays. Le second message, c'est la culture de l'excellence. Youth Delivery Lab est aussi la jeunesse au service de la jeunesse. Une table ronde pour associer les jeunes talents dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. L'initiative est bien reçue de la part de la jeunesse qui apprécie à juste titre les efforts du gouvernement pour associer les jeunes,
quant aux différents programmes qui sont en cours et pour permettre un développement intégral. Il y a eu des échanges et les échanges ont été très riches. Nous avons suivi de très près les conseils de nos aînés. De ces échanges naîtront des recommandations et orientations par ces jeunes à l'endroit des autorités. C'est sûrement une vitrine pour mettre en lumière les capacités de la jeunesse togolaise au service de son pays. En ce qui concerne l'Office togolais des recettes, eh bien, l'OTR a tenu ce jour sa deuxième session d'orientation pour le compte de l'année 2023. Un bilan à mi-parcours a été fait en évaluant les efforts fournis dans la mobilisation des recettes. De nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs escomptés à la fin de l'année ont été définis. Clarisse Aticlé. L'Office togolais des recettes OTR se porte très bien, à en croire les commissaires et les responsables des différents départements réunis pour la seconde session d'orientation de l'année 2023. Cette rencontre de management permet à l'Office de faire le bilan de la mi-année. Jusqu'en fin août 2023, les recettes budgétaires déjà collectées par l'Office se chiffrent à 648,8 milliards de francs CFA. Le gouvernement togolais nous demande au cours de 2023 de mobiliser 912 milliards comme objectif budgétaire 2023 et au terme de cette journée, nous avons fait la situation d'une mobilisation d'environ 71% de ce budget annuel en fin août 2023. Et ce qui représente une performance de 109%, ou avec une progression d'environ 12% de l'année dernière. Et en même temps, nous avions affûté nos armes pour finir en beauté, sinon dans les meilleures conditions, l'année. Et raisonnablement, et grâce à ces dispositifs, nous pourrons tenir ces objectifs que le gouvernement nous demande d'ici décembre 2023. Cette performance de l'Office togolais des recettes est imputable à la consolidation des acquis des réformes menées en vue de la modernisation des procédures ainsi que la redynamisation des mécanismes de gouvernance. L'Office met particulièrement un point d'honneur à la lutte contre la fraude et la corruption. Il applique de ce fait des sanctions disciplinaires aux agents contrevenants. Au cours de l'année, l'OTR a été forcé de se séparer des agents qui ont commis des fautes lourdes en termes de mobilisation de recettes et au nombre de 7 personnes conformément à nos règles et procédures dont notre code de conduite et des procédures disciplinaires. D'autres ont écopé des mises à pied et avec privation de salaire et de remboursement éventuellement de réparation des torts qu'ils ont commis à l'Office togolais des recettes. Ici, les responsables des différents départements de l'OTR se sont accordés sur les stratégies et méthodes à mettre en œuvre pour mobiliser les 29% de recettes qui restent pour l'atteinte des objectifs de l'année 2023. La digitalisation et la dématérialisation des procédures douanières vont se poursuivre avec notamment la sensibilisation des contribuables, surtout le secteur informel, à participer à l'élargissement de l'assiette fiscale. Le Centre togolais des expositions et foires et la synergie des acteurs des énergies renouvelables au Togo ont signé cet après-midi un accord de partenariat, un engagement qui conduit les deux institutions désormais à l'organisation des journées des énergies renouvelables au Togo. Christine Peteki-Aloudé. Le Centre togolais des expositions et foires, CETEF, et la synergie des acteurs des énergies renouvelables au Togo, Sahel Togo, unissent leurs forces et savoir-faire pour la promotion des énergies renouvelables. Par ce partenariat, Sahel Togo, forte de 30 entreprises et associations, va chaque année prêter le cadre du CETEF pour des journées des énergies renouvelables. Il y a plusieurs entreprises ici qui offrent des propositions à tous les coûts, c'est-à-dire que depuis les kits solaires jusqu'aux installations de grande taille qui peuvent couvrir CETEF ici par exemple. Donc quand les gens viendront, ils verront en fonction de leur budget les solutions qui sont à leur portée. J'ai parlé d'exécution propre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises et d'associations parmi nous qui offrent
n'est-ce pas, des mécanismes de cuisson propres, notamment les foyers améliorés. Donc ici, à la fois, ils viendront, ils expérimenteront cela. On a beaucoup d'innovations qui malheureusement ne sont pas très visibles au grand public. C'est l'occasion de les faire connaître. L'accès universel aux services énergétiques propres d'ici à 2030 est une priorité des plus hautes autorités togolaises. L'engagement de la vitrine nationale des opportunités d'affaires va aider à toucher un plus grand nombre d'acteurs au niveau national et même au-delà. Vu que ça fait partie des priorités du gouvernement aussi, nous aidons le pays à avancer vers cet horizon-là, vers cette utilisation massive des énergies renouvelables qui sont des énergies assez propres. Ce sera à la fois des expositions, des conférences, débats également. On utilisera des thématiques, on fera venir de grands professeurs. On fera des démonstrations, des ateliers. Les premières journées des énergies renouvelables sont attendues d'ici au 4 novembre prochain. À retenir également de ce journal cette table ronde communautaire organisée à Guirinkouka par l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, au profit des communes d'Ankpen 1 et 2. Les plans d'action locaux de réduction des risques de catastrophes et du mécanisme de mobilisation des ressources pour leur mise en œuvre. Nestor Mouzou. Dankpen 1 et Dankpen 2 font partie des communes pilotes bénéficiaires du projet renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques. Dans la mise en œuvre de ce projet, des plans d'action locaux de réduction des risques de catastrophes ont été élaborés. C'est autour de ces documents que l'ANPC, Agence nationale de la protection civile, a jugé utile d'initier des tables rondes communautaires afin de permettre aux acteurs d'échanger sur un certain nombre de points pour l'efficacité de l'exécution de ces plans d'action. Les plans ont été élaborés sur instruction du gouvernement et c'est tout un processus. D'abord, nous avons commencé par les phases de concertation. Donc, il y a des équipes techniques qui ont sur pour recueillir les premières informations liées au contexte de chaque commune. Donc, après cette concertation, nous avons élaboré les premiers drafts de documents. Donc, ces premiers drafts ont fait l'objet d'une validation au niveau de chaque commune. Donc, c'est après la validation que nous avons sorti les derniers documents. L'intérêt des tables rondes est d'identifier les goulots d'étranglement qui handicapent la mise en œuvre effective des plans d'action. Pour la mobilisation des ressources, un mécanisme a été mis en place. Le mécanisme, il est de plusieurs ordres. Il y a les ressources internes qu'on peut mobiliser, il y a les ressources externes au niveau des partenaires qu'on peut mobiliser. Au niveau des ressources internes, il y a des opérateurs économiques qui sont là dans les communes, il y a les entreprises qui sont installées dans les différentes communes. Donc à partir de ces acteurs-là, on peut mobiliser des ressources internes pour pouvoir mettre en œuvre les actions allant dans le sens du renforcement de la résilience des communautés face au risque de catastrophes. Il y a aussi les partenaires traditionnels, notamment les agents du système des Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne, vers qui on peut s'approcher pour avoir des fonds pour la mise en œuvre de ces différents documents. Les plans d'action locaux de réduction des risques de catastrophes sont conçus pour 5 ans. À la fin des 5 ans, ils seront révisés. Pour l'instant, ce sont 20 communes qui sont touchées par le projet renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique et aux catastrophes. Projet soutenu financièrement par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Et à propos justement des catastrophes, le Maroc en a payé un lourd tribut après le séisme. Le bilan encore provisoire dépasse déjà 2600 morts. Le pays a annoncé dimanche avoir accepté l'aide de 4 pays seulement. Le tragique tremblement de terre qu'a connu le Maroc la semaine dernière a suscité un élan de solidarité au niveau international. Plusieurs présidents du monde entier ont exprimé leurs condoléances et se sont dit prêts à répondre à l'appel à l'aide du royaume. C'est le cas du Premier ministre indien Narendra Modi qui a déclaré être extrêmement peiné par les pertes de vies humaines. Nous prions pour que toutes les personnes blessées retrouvent rapidement la santé. Le monde entier est aux côtés du Maroc dans cette période difficile et nous sommes prêts à leur apporter toute l'aide possible.
L'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, a annoncé qu'elle suspendait l'interdiction vieille de 2 ans de tous les vols marocains dans son espace aérien afin de permettre la livraison d'aide et les évacuations médicales. Pour l'heure, le Maroc a accepté les équipes de recherche et sauvetage de 4 pays. Le séisme le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de 60 ans a dévasté vendredi soir des villages entiers de la région du Haut-Atlas et fait plus de 2500 morts et autant de blessés. En bref, au moins 24 personnes sont mortes et des dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage dimanche d'un bateau qui transportait des paysans se rendant à leur champ dans le centre du Nigeria. En bref, encore en Libye, des inondations font au moins 150 morts. Les autorités redoutent un bilan plus lourd dans l'est du pays après la tempête Daniel. Lomé se prépare à accueillir la 14e conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, regroupés au sein d'un cadre qui leur est dédié. Les experts de l'organisation qui les ont précédés planchent déjà sur les dossiers techniques en attendant les ministres qui, eux, tiendront leurs travaux le vendredi 15 septembre prochain. Le ministre chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat du Togo, Koko Eke Odin, est notre invité. Il va nous donner quelques précisions sur ces assises. Alors, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Parlez-nous un peu du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA et quelle est sa mission? Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs et tous les Togolais qui sont auprès de leurs écrans et nous regardent. Saluer également l'arrivée des experts dans notre ville, Lomé-la-Coquette. Le cadre, en effet, le cadre de concertation des ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle est un cadre qui regroupe les ministres qui sont chargés de la fonction publique de l'emploi, les ministres de l'enseignement technique de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Et donc, ce cadre est mis en place sur l'initiative des chefs d'État, le gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette idée a germé en 2004 et le cadre a été mis en place en 2010 à Bamako. Et donc, ce cadre a pour mission d'œuvrer pour le renforcement des coopérations, de la coopération et de la collaboration entre les États membres en vue du renforcement de l'employabilité de la jeunesse et d'une formation de qualité pour lutter véritablement contre le chômage et la pauvreté. Et quelles seront les différentes thématiques qui seront abordées et les décisions attendues? Oui, en effet, le thème de la conférence qui va se tenir le vendredi 15 septembre prochain se tient sous le thème système d'information et de communication, enjeux et défis pour une meilleure employabilité et une formation de qualité de la jeunesse de l'espace UEMOA. Et donc, les travaux vont tourner autour de ce thème. Les experts vont faire des propositions sur les actions à mener pour mieux former la jeunesse. Quelles seront les stratégies de partage des expériences au niveau national et sous-régional. Nous avons déjà une plateforme de mutualisation des ressources qui permet aux pays de l'espace de poster les ressources de formation, les curricula, les programmes, et donc les pays de l'espace, celui qui n'en a pas peut prendre celui que l'autre a posté. Et actuellement, il est en élaboration les curricula de 24 métiers porteurs, les nouveaux métiers. Et donc tous les pays de l'espace pourront profiter de ça. Donc les travaux vont tourner autour de tout cela pour pouvoir renforcer l'employabilité de la jeunesse, la qualité de la formation
pour qu'elles soient mieux adaptées au marché du travail. Et des décisions aussi sont attendues. Oui, des décisions seront attendues. Par exemple, nous allons adopter le programme de 2022, le budget, le programme exécuté de 2022. En même temps, nous allons reparcourir et adopter le budget pour 2023 qui est en cours, les actions à mener, quel type d'action et dans quel milieu. Nous aurons également à faire une rotation et une passation demain. Le Togo, il faut reconnaître que le Togo a pris la présidence du cadre depuis 2020. Nous a fait honneur, à ma personne, de tenir ce poste-là de président depuis octobre 2020 et jusqu'à ce jour. Et donc, à la conférence très prochainement, le vendredi, nous allons passer la main à la Côte d'Ivoire. Et ces décisions vont-elles impacter la situation des jeunes en quête d'emploi? Oui, d'autant plus qu'à la conférence, nous décidons de la mise en œuvre des projets. Par exemple, les collèges communautaires. Nous allons travailler sur les collèges communautaires qui sont destinés à travailler en collaboration avec les communes dans lesquelles ils sont traités. On va voir quel temps, quel budget accorder à cela. Nous avons un programme de formation professionnelle, Profor, qui a déjà un financement pour la première phase et qui s'étend à plus de 4 milliards. Et donc, nous allons orienter, nous sommes actuellement en train d'exécuter cette première phase-là. Nous allons évaluer ce qui est fait et voir ce qui reste et définir les stratégies pour renforcer ou accélérer le processus qui va permettre de mieux former, d'avoir de meilleurs curricula, de mieux former, d'avoir de meilleurs équipements et d'avoir donc au finish des citoyens mieux formés, adaptés au marché du travail. Donc ça va évidemment avoir un impact sérieux sur l'employabilité de la jeunesse de l'Union. Et y a-t-il d'autres pays hors de l'espace UEMOA qui participent également? Oui, nous avons fort heureusement des pays qui s'intéressent aux activités du cadre. Depuis que moi j'ai pris la direction du cadre, le Tchad est toujours présent à nos travaux. C'est un pays qui est intéressé, qui a adhéré pour la mutualisation des ressources. Donc le Tchad sera là, confirmé. Les experts, de même que l'autorité, le ministre chargé de l'emploi et de la formation, ils seront là. Et ensuite, il y a d'autres pays qui se sont manifestés, malheureusement, pour des raisons un peu difficiles. Haïti, par exemple, voulait venir, mais ils ont eu un problème de dernière minute pour raison de visa. Ils ne pourront pas être là. Mais il y a Madagascar qui est aussi intéressé, de même que le Cameroun. Nous prions et nous espérons que si tout va bien, au moins un des deux là sera là, plus le Tchad. Alors, plein succès aux travaux. Autre chose à ajouter, Monsieur le ministre? Non, nous n'avons pas grand-chose que de dire bienvenue à tous les experts qui sont déjà là et ceux qui vont arriver, et également remercier les plus hautes autorités de notre pays qui nous ont autorisés à abriter cette conférence-là, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, et qui nous ont apporté des appuis incommensurables pour la réussite du sommet. Rassurons également tous les invités et tous ceux qui vont venir, les experts et les ministres, que des dispositions sont prises pour que le séjour soit confortable et que la conférence soit une réussite. Merci, Monsieur le ministre, pour cet éclairage et merci d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions pour nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci. Finale du concours d'excellence Akosiwa Akpagana est couronnée reine des sciences et technologies, édition 2023, ce samedi à Lomé. Elles étaient au total 15 candidates en compétition. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Lise Diamier.
Elles sont chaleureusement accueillies dans cette salle pour la dernière phase du concours. Regard admiratif sur les candidates, parents, amis et invités attendent que leur favorite soit l'élue du jour. J'aimerais devenir ingénieur agroalimentaire afin de promouvoir l'autosuffisance dans notre pays. Passionnée des sciences, j'aimerais plus tard devenir docteur en pharmacie. Les 15 filles sélectionnées à l'issue de la phase éliminatoire sont soumises à des épreuves écrites et orales. Akosiwa Akpagana se démarque. Elle est couronnée Reine des sciences et technologies édition 2023. Elle a des ambitions plein la tête. Participer à ce concours et devenir la reine des sciences et technologies, c'est une très grande joie pour moi, c'est un très grand honneur, un des moments spéciaux dans ma vie. Eh bien, je compte continuer mes études jusqu'à avoir mon doctorat. Dans l'avenir, je voudrais d'abord devenir professeur d'université en mathématiques appliquées et plus tard devenir président de la République. Ces jeunes filles démontrent à merveille que la connaissance scientifique et technologique n'est pas l'apanage des hommes. Le public émerveillé salue leur détermination. Les 15 finalistes, elles sont toutes méritantes et à travers leur présentation et leur projet d'avenir, on sent que c'est des filles qui sont très ambitieuses et à les écouter, et on imagine que si vraiment elles restent déterminées jusqu'au bout, c'est des enfants qui vont arriver et l'avenir est assuré avec ces filles-là. La relève féminine, en tout cas, on peut en être fier. Toutes les lauréates ont vraiment beaucoup travaillé. Et bon, comme il fallait choisir la meilleure, il se fait que c'est ma fille qui est couronnée reine. Je suis très contente et je remercie la Fondation Assal. Moi, je viens de la République du Congo. Je suis ministre des PME et de l'artisanat. Mais ici, je suis aussi venue représenter la Fondation Congo Assistance, qui est la fondation de la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso. La jeune fille africaine est la clé du développement du continent africain. Rien ne se fera sans elle. Et donc, nous voulons les encourager, comme on l'a dit, à être des filles leaders, des filles battantes, des filles qui excellent dans tout ce qu'elles font. C'est ainsi que la Fondation Congo Assistance a invité la reine de cette année à venir à Brazzaville, justement, échanger avec ses sœurs de Brazzaville. Évidemment, la reine de cette année qui nous a tous impressionnés, notre future présidente de la République, évidemment, comme elle l'a dit elle-même. Et nous voulons donc féliciter la Fondation Assal pour tout le travail qui se fait à l'endroit des jeunes filles. Au-delà de cette reconnaissance qui ira au-delà de nos frontières, la Reine 2023 est repartie avec une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA. Ces deux duchesses, respectivement 3 millions et 2 millions, les 12 autres finalistes ont reçu chacune 500 000 francs CFA. Nous serons à moitié Senghor, moitié Dictator. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.